on va revenir sur des choses peut-être un peu plus proches justement de vos métiers, de vos préoccupations, après être parti un peu loin dans à quoi va ressembler l'intelligence artificielle dans les mois, dans les années qui viennent. On va se demander à quoi elle sert là aujourd'hui, concrètement, et quels sont vos besoins, quelles sont vos préoccupations au quotidien. Et pour ça, on a voulu créer un moment d'échange avec des jeunes professionnels libéraux dans plusieurs secteurs d'activité, et puis des startups IA. Je vais leur demander de me rejoindre sur scène, et puis on va discuter pendant une petite demi-heure. Donc je vais appeler, vous pouvez les applaudir, David Acide, et Cyril Chanson, Juliette Albou, Jean-Marcel Touzet, Anna Alcan et Jean-Philippe Lyotte. Voilà, montez, m'accompagnez, installez-vous par binôme si c'est possible, comme pour que ce ne soit pas trop le bazar. Et moi, je vais me mettre ici en essayant de ne pas faire un pas en arrière. Ça va être tout l'enjeu pour moi. Bonjour, ça va bien ? Ouais, très bien. Installez-vous confortablement. Alors, je vais les présenter rapidement le temps qu'ils s'installent et je vais vous expliquer un petit peu le concept. En gros, on a fait 3 binômes, donc à chaque fois un professionnel, jeune professionnel libéral et une start-up. Et bon, l'idée, c'est qu'on converse un petit peu tous ensemble. Donc, je vous présente rapidement. Donc, David Acide, expert comptable, président du syndicat ECF Paris Île-de-France, qui est avec Cyril Chanson, responsable des partenariats chez Penny Lane. Et Penny Lane, c'est une start-up, enfin c'est une grosse start-up quand même, là on est sur de la belle boîte, qui propose notamment des outils d'IA au service des experts comptables. Voilà. Juste à côté, nous avons donc Anna Kaplan, qui était déjà sur scène tout à l'heure, donc vous la connaissez, qui est vétérinaire, et Jean-Philippe Lyotte, qui est aussi vétérinaire, mais qui a en plus créé une entreprise qui s'appelle Versovet, qui utilise l'IA pour diagnostiquer plus précisément les chiens et les chats. Donc on expliquera comment tout à l'heure. Et puis, nous avons Jean-Marcel Touzet, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le cofondateur d'Aiku, qui est une start-up qui propose des outils d'intelligence artificielle au service du droit, et Juliette Albou, bonjour Juliette, qui est avocate en droit du travail et membre de l'incubateur du Bureau de Paris, donc qui réfléchit, j'ai dit quoi, du bureau, oui, non, du barreau de Paris, excusez-moi, du barreau de Paris, qui réfléchit donc à toute l'innovation en fait dans le secteur du droit. Voilà. Les présentations sont faites, et donc l'idée, c'était de discuter un petit peu en partant de vos besoins. Donc on va faire un tour rapide des 3 binômes, et puis après, on va discuter d'enjeux plus globaux. Et c'est intéressant parce qu'en préparant la discussion, je me suis rendu compte que vous aviez tous les mêmes enjeux. C'est-à-dire que vraiment, il y a 3 choses qui sont ressorties, et je pense que c'est partagé par tous ceux qui sont dans l'Assemblée aujourd'hui. C'est l'enjeu de la sécurité et de la confidentialité des données à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est l'enjeu de la fiabilité des données, avec les hallucinations et tous les problèmes de faux qui peuvent être générés par l'IA. Et puis, c'est les préoccupations plus générales sur la transformation de vos professions. Voilà, ça fait beaucoup de sujets à aborder, donc on va essayer d'être les plus efficaces possibles. Peut-être commençons par les experts comptables et par vous, David. Je disais, on voulait commencer par les besoins, voilà, remontée de terrain. Aujourd'hui, chez les experts comptables, l'IA, ça se manifeste comment dans votre quotidien? C'est des outils que vous utilisez vraiment, ça fait partie de la vie de tous les jours? Ça fait partie de notre quotidien. Ça répond aux besoins d'immédiateté et de besoins de réactivité qu'on a de la part de nos clients. Donc ça, c'est très utile. Voilà. Et vous en servez comment, vous, concrètement? C'est quoi vous arrivez le matin, en quoi vous utilisez l'IA aujourd'hui? Alors, on a des outils conversationnels type ChatGPT qu'on utilise pour l'aide aux réponses aux mails qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. On utilise des IA génératives quand on a des questions d'ordre fiscal, comptable, etc., qui s'appuient sur des bases de données qui sont fiables et sécurisées. Et on utilise également, donc ça je pense que Cyril pourra en parler un petit peu plus, l'IA dans les applications métiers, donc les outils de production comptable, pour notamment la détection des anomalies ou des recommandations pour le traitement de pièces comptables. Alors justement, Cyril, expliquez-nous rapidement, donc Penny Lane, l'idée, le contrat qu'on a formé en discutant, c'est pas de faire la pub d'un ou l'autre produit, c'est vraiment de voir comment l'IA transforme vos métiers. Mais justement, l'IA, comment est-ce qu'elle peut transformer aujourd'hui le métier des experts comptables? En fait, le rôle de l'IA, en tout cas, comme on le voit nous chez Penny Lane pour la profession comptable, c'est de permettre d'automatiser un maximum de tâches à faible valeur ajoutée. Concrètement, comment tu rapproches une facture avec un paiement. Ça, des outils, des algorithmes d'IA peuvent faciliter ce rapprochement et donc fiabiliser la donnée. Il reste alors aux collaborateurs comptables d'être plutôt dans un contrôle du flux
plutôt que dans l'action manuelle de rapprocher facture et paiement. C'est aussi un moyen pour le collaborateur donc, de passer plus de temps avec son client au téléphone et d'être beaucoup plus réactif. Par exemple, un client vient voir David pour une situation, pouvoir mettre à jour sa donnée beaucoup plus rapidement et lui faire une hypothèse ou une synthèse financière qu'il pourra compléter et amender pour le rapporter et être plus dans la proactivité, dans la réactivité. Et il y a des points, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je ne parle pas de Pennyline particulièrement, je ne sais même pas si vous l'utilisez, mais sur l'utilisation de l'IA au quotidien, est-ce qu'aujourd'hui tout est nickel ou est-ce qu'il y a encore des points de friction et des points d'amélioration? Qu'est-ce que vous attendez de l'IA aujourd'hui? Plus de fiabilité, puisque c'est vrai qu'on a des suggestions qui ressortent de la part de l'IA, qui sont souvent bonnes, mais pas tout le temps. Et donc, on a besoin toujours d'avoir ce jugement professionnel et ce recul pour fiabiliser en fait, la donnée qui sort de l'IA. Donc, effectivement, ça nous fait gagner du temps. Et ça nous permet d'automatiser un certain nombre de tâches, mais on a toujours besoin de ce contrôle humain finalement. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Je vais me tourner vers les avocats avant de venir vers les vétérinaires. Je voulais parler à Juliette. Je reste ici parce qu'apparemment pour la caméra, il ne faut pas trop que je bouge, sinon ça va faire des plans un peu moches. Donc je vais vous parler de loin. Vous, dans votre quotidien d'avocate en droit du travail, hein, c'est ça. Aujourd'hui, l'IA, ça fait partie de la vie et c'est un truc normal. Comment vous l'utilisez, vous ? Alors, c'est un truc normal, aussi bien sur le fond que sur la forme, puisque aujourd'hui, on a des IA métiers qui sont très performantes sur tout l'aspect recherche juridique. On a également des IA qui nous aident sur l'aspect rédactionnel et sur la forme aussi parce qu'on utilise l'IA pour notre communication, pour nos présentations, voilà, comme tout le monde. Et donc, vraiment, à chaque étape de la vie, de notre vie quotidienne d'avocat, on peut avoir recours à des outils d'IA. Et alors, est-ce que votre cas, et c'est la même question pour vous d'ailleurs, est généralisable? C'est-à-dire, là, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui sont plutôt technophiles devant moi. Vous faites partie de l'incubateur du barreau de Paris, donc a priori, c'est que vous avez quand même cette appétence-là. Est-ce que, d'une manière générale, le métier d'avocat, aujourd'hui, il a une envie et un enthousiasme d'aller vers ces outils-là, ou est-ce qu'il freine des cas de fer? Alors, je pense qu'il y a encore 2-3 ans, c'était une notion assez nouvelle pour les confrères. Aujourd'hui, je crois qu'on est 88% des avocats à penser que ça va vraiment révolutionner notre profession. Donc il y a quand même une adhésion aujourd'hui aux outils. Et d'ailleurs, les éditeurs juridiques, on est submergés par les propositions, par les innovations, etc. Ils l'ont bien compris qu'en ce moment, là, on est sur la phase d'outillage des avocats. Jean-Marcel, c'est ce que vous constatez aussi quand vous allez démarcher, j'imagine, des cabinets d'avocats. On vous reçoit avec le sourire ou à coup de fusil? Comment ça marche? Tout à fait. Il y a eu un gros shift à ce niveau-là et je vois mon responsable commercial qui sourit. Il y a 3-4 ans, quand on a commercialisé Haiku, effectivement, il fallait se battre, il fallait démontrer la valeur et en même temps, les outils et les avancements technologiques des technologies sous-jacentes n'étaient pas suffisamment avancés et fiable. Aujourd'hui, ça a totalement changé et comme le disait Juliette, aujourd'hui il y a 88% des avocats qui sont favorables à l'IA et on le ressent, c'est beaucoup plus facile et les avocats perçoivent beaucoup plus facilement la valeur ajoutée également. Haiku, vous nous expliquez en quelques mots, c'est quoi? C'est une sorte d'assistant juridique, une IA embarquée qui va répondre à mes questions, c'est ça? Tout à fait. Haiku, c'est une IA de productivité pour les cabinets d'avocats et les juristes. En fait, nous, on se connecte à la donnée interne des cabinets d'avocats et on permet de revaloriser instantanément en langage naturel ce que vous avez déjà produit, ce que vous avez déjà recherché, ce que vous avez déjà analysé. Et à côté de ça, on est connecté à l'intégralité de l'open data jurisprudentiel. Donc en fait, vous pouvez discuter avec vos données, avec les différentes jurisprudences, lois et règlements. Et à côté de ça, on va évidemment avoir des capacités d'analyse. Donc si je donne un exemple, c'est faire une chronologie sur 1500 pages en quelques minutes ou écrire des capacités de production également pour produire du contenu sur mesure. Donc ça, c'est des outils qui sont aujourd'hui utilisés dans les cabinets d'avocats. Il y a beaucoup de startups qui se présentent comme le chat GPT du droit. Il y en a vraiment beaucoup. Donc avec une valeur ajoutée par rapport aux outils généralistes parce qu'ils sont spécialisés vraiment sur le droit. Je vois Juliette qui acquiesce. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé quand on a préparé la petite table ronde, Juliette, c'est que vous m'avez dit, en fait, le truc qui change, c'est qu'on ne peut plus facturer pareil. Parce que l'intelligence artificielle nous fait gagner tellement de temps que, en gros, ce serait pas honnête de facturer autant alors que l'IA fait une partie du boulot, c'est ça l'idée? Oui, en fait, il y a plusieurs idées sous-jacentes. La première, les comptables ne sont pas d'accord. Enfin, les experts comptables, ils disent non, nous on facture pareil. Il n'y a pas de sujet là. Non, mais c'est vrai qu'on voit que le modèle du taux horaire aujourd'hui est remis en question. À la fois, généralement, les clients, ils ont besoin d'avoir une idée précise de ce que ça va leur coûter, mais également parce qu'aujourd'hui, des outils comme l'IA bousculent complètement le temps qu'on va pouvoir passer sur telle ou telle tâche. Et en ça, on n'a pas tellement le choix de revoir notre politique, dès lors que nos propres clients, les directions juridiques avec lesquelles on traite au quotidien, sont
elles-mêmes outillées avec des outils d'IA. bien sûr. Donc en fait, on va avoir du mal à leur vendre une prestation qui prend 10 heures, là où en fait eux-mêmes ont les outils qui permettent d'y passer 4 minutes. Quoi. C'est vrai. C'est ce qu'on a vu aussi avec les cabinets de conseil. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs histoires où des cabinets de conseil se sont fait épingler parce qu'on s'est rendu compte que les rapports gouvernementaux qu'ils avaient rédigés étaient faits à 75% par de l'IA, avec en plus plein de bourdes à l'intérieur. Bref, et à tel point que je ne sais plus si c'est Deloitte ou un autre, je ne veux pas donner de nom, mais ils ont même dû rembourser, je crois, une partie de la somme qui avait été versée. Donc, il y a un vrai sujet autour de la facturation, ça c'est hyper intéressant aussi évidemment. Du côté des vétérinaires, comment ça se passe? L'intelligence artificielle, Anna Alcan, vous, dans votre quotidien, c'est un outil que vous utilisez aussi aujourd'hui? C'est un outil que j'utilise pour gagner du temps. Donc c'est vraiment un outil à côté, on va dire. C'est un outil que mes propriétaires utilisent beaucoup aussi. Ouais. Mais finalement, moi, ça me permet de recentrer mon cœur de métier, je trouve. C'est-à-dire que, alors moi, je bosse aux urgences, donc les gens arrivent, ils sont stressés, il est 2h du matin, donc ils m'écoutent pas beaucoup. Ouais. Et du coup, je résume toujours tout dans mon ordonnance, mais ça prend énormément de temps. Et ça, c'est sûr que là-dessus, l'IA, pour moi, a une vraie valeur ajoutée pour garder du temps, pour discuter avec eux et pas perdre du temps à aller faire une ordonnance. Et donc là, vous faites comment concrètement? Vous entrez tout ce que vous avez dit dans votre consultation et vous faites un résumé en fait Oui, c'est ça, et surtout sur les conseils pour après. Donc, quels signes surveiller, à quoi faire attention, résumer la consultation quand même, leur redonner les motifs, leur redonner les grands axes, parce que le compte-rendu, il leur est donné, mais le lendemain. Ouais. Donc moi, je veux vraiment qu'ils puissent partir avec quelque chose de concret. Ce qui est hyper intéressant aussi, ce que vous disiez, mais je pense que c'est exactement la même chose chez les médecins, c'est la remise en cause aussi de la parole du savant. C'est-à-dire vraiment quand on arrive, vous avez de plus en plus, j'imagine, pas de patients, mais de propriétaires qui arrivent en disant « Non, mais ChatGPT m'a dit, de toute façon, mon chat, il a ça. » quoi. Oui, mais Non. moi, ça ne me dérange pas trop. Non. Parce que de toute façon, ils le faisaient déjà avec Google. Donc là, ils ont plus d'informations. Mais finalement, de toute façon... Mon but, c'est de leur donner confiance et de leur expliquer. Donc, c'est presque un défi peut-être supplémentaire, mais finalement, de toute façon, je suis là et c'est là où est mon rôle finalement. C'est là où je me rends compte à quel point je suis utile. C'est que même s'ils arrivent avec plein d'a priori, avec plein de choses et un diagnostic en tête, moi, je vais leur montrer, parfois, c'est pas le bon diagnostic, je vais leur expliquer, je vais essayer de les convaincre. Et du coup, finalement, ça me rend encore plus compte à quel point je sers à quelque chose aussi en tant que personne, et pas que sur le geste technique, mais aussi vraiment sur cette consultation dans l'ensemble. Alors, je ne sais pas si vous utilisez déjà l'outil mis au point par Jean-Philippe Lyotte, qui est à côté de vous, alors qui, pour le coup, on n'est pas dans de l'IA générative. Là, on sort un petit peu du sujet. C'est de l'intelligence artificielle, mais vous, l'outil que vous avez mis au point, je rappelle que vous êtes vétérinaire, c'est un outil qui permet d'analyser une radio d'un chien ou d'un chat et de poser un diagnostic, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était d'aider le vétérinaire dans son quotidien qui était face à une radio pour une interprétation, donc dans un domaine un petit peu spécifique qui est autour des troubles ostéo-articulaires. Et donc, cette IA est capable d'analyser le cliché radio avec un taux de fiabilité très important. On a parlé tout à fait de la qualité des IA, la notion d'hallucination, et ça, c'est une vraie problématique qu'on rencontre. Proposer un outil comme ça qui va conforter le praticien sur son diagnostic, va pouvoir lui faire gagner du temps, va pouvoir aussi, parce que les domaines d'expertise sont de plus en plus compliqués, et donc l'outil que nous proposons, en fait, lui, va donner des orientations diagnostiques. Comme l'a dit Anna, ça ne remplace absolument pas l'examen clinique, et c'est pas l'idée. C'est vraiment accompagner le vétérinaire pour aller vite, pour augmenter son expertise, parce que même l'IA, en fait, c'est un outil, elle disait à l'instant, qui aide le propriétaire à mieux comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi un outil qui permet de maintenir le niveau de technicité du vétérinaire, qui l'aide dans son quotidien à s'améliorer. Et ça, c'est un outil qui pourrait vous intéresser potentiellement ou pas du tout dans votre pratique? Alors oui, on en a discuté du coup, et particulièrement dans ma pratique d'urgentiste, parce que c'est un outil qui nous permet de moins sédater les animaux, c'est-à-dire que la radio, l'outil, hein, tu n'hésites pas à me reprendre, hein, mais ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que l'outil me permet de voir presque la radio en 3D, en tout cas d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai beaucoup d'animaux qui sont accidentés et je ne peux pas du coup les sédater et aller demander à un animal de rester tranquille parce que ça ne va pas durer longtemps, mais par contre, je vais prendre des radios, ce n'est pas possible. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment cet enjeu de pouvoir faire des radios de qualité orthopédique, et pour l'instant c'est vraiment compliqué. Et ça fonctionne avec tous les animaux, parce que quand on discute avec les radiologues ou ceux qui
conçoivent des outils pour les radiologues et pour les médecins et vous expliquent que c'est des outils qui sont hyper spécialisés pour pouvoir, je ne sais pas, sur la radio du poumon par exemple, parce que c'est extrêmement complexe en réalité qu'il faut entraîner ces modèles, etc. Vous, votre outil, il fonctionne aussi bien avec les chiens, les chats, les chevaux Alors non, en effet, il a été entraîné essentiellement sur les petits animaux. La particularité, c'est surtout qu'on s'est constitué un dataset de données avec les écoles vétérinaires qui nous a permis donc d'avoir vraiment des données de base de qualité. On entend vraiment sur la conformation initiale des os. Donc là, on est sûr que la donnée est vraiment de qualité, qu'elle a été validée. Et ensuite, il y a aussi un entraînement qui est un peu particulier qui est fait sur la fluoroscopie, qui est en dynamique. Donc l'IA, au final, la solution elle est extrêmement simple. Le vétérinaire il dépose sa radio, mais elle fait l'objet donc d'un traitement qui lui est très poussé, avec une vision, comme le suggérait Anna, un peu en 3 dimensions, avec la reprise de repères très précis, qui sont aussi, et ça c'est important de le dire, validés auprès des gold standards, puisque nous, vous savez, en médecine, on a besoin de repères précis, avec des choses qui sont parfaitement annotées, des références biblio. Eh bien, la base de cette IA, c'est de revenir aux fondamentaux, déjà d'être capable de produire des résultats qui, eux, sont toujours à minima dans le gold standard, et, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être de proposer des choses un peu différentes. Mais ça doit être que dans un deuxième temps. Donc d'abord, ça reste un outil simple. Donc la précision, c'est vraiment l'élément important. Et du coup, je me tourne vers à la fois le pôle avocat et le pôle expert comptable, parce qu'on parlait de ce problème des hallucinations. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire dans vos métiers, on n'a pas le droit à l'erreur. Les experts comptables, vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez avec des données qui sont sensibles. C'est un sujet aujourd'hui pour vous, c'est-à-dire le fait, est-ce que vous avez confiance en fait dans les résultats que vous donne l'IA et les outils que vous utilisez quand vous lui demandez une chose ou une autre? En fait, les résultats de l'IA n'excluent pas mon jugement professionnel. Et donc, je pense que ce n'est pas à mettre nécessairement entre toutes les mains, notamment des mains de personnes un peu moins expérimentées, parce qu'il peut y avoir effectivement des hallucinations, ou ça peut aller puiser dans des données qui ne sont pas forcément très fiables. Et donc, le jugement professionnel reste malgré tout essentiel. Malgré cette utilisation. Même question pour Juliette. Alors, en plus, il y a eu des cas assez célèbres chez les avocats. Je me souviens, c'était au début de ChatGPT, donc je me dis que ça a probablement évolué, mais je me souviens de cas aux États-Unis où des avocats new-yorkais avaient écrit toute leur plaidoirie en utilisant ChatGPT, et puis une fois rendu au tribunal, on s'est rendu compte que l'IA avait complètement halluciné et avait inventé des textes de loi. Ça, c'est encore une réalité, un risque aujourd'hui? Alors, ça arrive en France. On a effectivement des magistrats qui nous interpellent en disant voilà, aujourd'hui, je reçois des écritures qui font des centaines de pages et c'est écrit en langage IA. Donc, vraiment, c'est assez indigeste. Je ne sais pas si vous avez déjà. Il y a un style. Le style qui est vraiment très lourd et très indigeste. Et je pense que pour les avocats, appréhender les résultats de l'IA avec la plus grande des prudences, c'est une obligation déontologique. Enfin, voilà, on a l'obligation de faire preuve de la plus grande prudence quand on lit les résultats de l'IA, de les confronter, de les vérifier systématiquement. On sait que ChatGPT invente les jurisprudences, il va chercher toujours à répondre à la question. Donc il préfère répondre en inventant plutôt que de dire qu'il ne sait pas. Et du coup, comment vous faites? Vous relisez parce que du coup, je termine parce que ça c'est ChatGPT. À côté, on a des IA métiers qui nous disent que le pourcentage d'hallucination est vraiment réduit à son minimum. Donc on a beaucoup moins d'hallucinations du côté des IA métiers, mais cependant, il faut toujours revérifier plusieurs fois. Ok. Je voyais Jean-Marcel qui n'avait pas l'air d'accord. Oui, j'aimerais insister sur un point qui est important, c'est quand même les hallucinations des technologies, des larges langages modèles, c'est un problème mathématique et on ne peut pas le résoudre en fait. Et l'éditeur juridique, je parle pour mon marché, mon domaine, qui vous dit qu'il a résolu le problème des hallucinations, il vous ment en fait. C'est mathématiquement impossible. Donc on peut énormément les réduire, mettre en place des systèmes qui vont permettre effectivement, typiquement, la citation de source. Donc on peut aller vérifier directement s'il avait resté d'une réponse. Mais nous, on le voit bien, on a moins d'1% d'hallucinations, mais c'est des choses qui arrivent et l'éditeur qui vous dit le contraire vous ment. Cyril avait l'air d'accord, c'est la même chose, donc on donne des sources. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le problème? L'idée, c'est de sensibiliser, donc montrer le résultat de l'IA et de dire, voilà, les sources sont là, viens les analyser, viens les amender
pour se fiabiliser la donnée. C'est super important. Et par exemple, un point très crucial chez nous, au début, l'IA, il est sécurisé, mais il vient puiser dans une multitude de données. Donc il est soit trop long et il fait beaucoup d'hallucinations. Et on s'est rendu compte qu'en coupant les bases de données et en lui donnant un accès juste sur une thématique précise, par exemple les factures d'achat, de vente, ou des éléments comptables bien précis, dans des comptes comptables bien précis, il va être beaucoup plus fiable et avoir un résultat plus poussé. Mais ça nécessite d'avoir une base de données ultra propre, ultra structurée, parce que l'IA, du coup, est agentique, fait une seule action, et il vient bien la faire parce qu'il n'a qu'une tâche. Il faut avoir de la data de qualité au début. C'est le proverbe bien connu en informatique, garbage in, garbage out. Voilà, si on met des ordures au début, on se retrouve avec des ordures à la fin, évidemment. Moi, mon petit truc, c'est, alors je ne sais pas ce que ça vaut, pour recouper l'information, c'est je demande à ChatGPT et je mets le résultat de ChatGPT dans le Gemini et je lui demande ce qu'il en pense. Et vice-versa. Et à la fin, globalement, normalement, ils recoupent, ils ne font pas les mêmes erreurs. Donc, moi, ça fonctionne assez bien dans mon activité. Mais après, je ne sais pas si c'est aussi fiable que ça pour des activités aussi pointues que l'expertise comptable ou que pour les avocats. L'autre sujet, alors évidemment, énorme enjeu autour de la confidentialité des données. Et ça, c'est un vrai sujet dans tous vos corps de métier, là encore. Pour les avocats, on imagine bien, il y a tout le secret professionnel, les experts comptables, ils travaillent avec des entreprises. Évidemment, il y a la question de l'anonymisation des données et de où est-ce qu'elles vont ensuite. Et puis, de la donnée médicale aussi, évidemment, de la donnée de santé. C'est important. Comment est-ce qu'on gère ce problème-là? Est-ce que c'est un sujet pour vous, ça? C'est un truc que vous demandez quand vous adoptez un nouvel outil IA, j'imagine que ça fait partie des priorités. Évidemment, et puis on forme nos collaborateurs à ce que les données qu'ils mettent dans les outils d'IA soient anonymisées. Enfin, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de scandales, notamment chez Samsung, où en fait, tout le code est ressorti. Donc nous, on est aussi liés avec nos clients par le secret professionnel. Donc il faut absolument... Donc c'est un super outil, mais attention à utiliser avec la plus grande des prudences. Ouais. C'est encore un sujet, ça. Le cas qu'on citait, Samsung, ça date d'il y a quelques années maintenant. Je crois que, alors après, ce qu'ils nous disent ou pas, mais qu'OpenAI a mis en place des sortes de garde-fous maintenant. En tout cas, c'est leur argumentaire commercial. Ou est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à utiliser des outils français, made in France? Est-ce qu'il y a des garanties particulières? Penny Lane, et puis ensuite Haïku sur ce sujet-là, et puis aussi Jean-Philippe. Le principal avantage, c'est aussi la mise à disposition. On dit toujours l'IA peut tout faire, mais au final, puisqu'elle peut tout faire, les utilisateurs n'en font pas grand-chose. On l'a vu, plus on l'a laissé libre, et plus les utilisateurs, en fait, ils ne l'utilisaient pas. Alors quand tu l'as dit, tu peux faire une analyse financière, tu peux identifier ce type de données, tu peux chercher les clients qui sont les plus rentables, les moins rentables, tu peux analyser des anomalies. Là, on l'a rendu beaucoup plus pertinent pour l'utilisateur. Donc ça, c'est important, et c'est par ces IA un peu agentiques qui font une tâche qui peuvent avoir ce résultat. Sur ce côté données, l'autre intérêt, c'est là où, par exemple, si un comptable ou un collaborateur comptable met son bilan dans ChatGPT, il y a un gros risque de fuite de données. Quand c'est dans un outil métier, on s'assure, et c'est nous, éditeurs, qui sommes responsables de cela. Et par exemple, nous, on n'apprend pas nos modèles des données qui sont envoyées dedans, justement. Donc nous, on a un apprentissage qu'on va nous-mêmes régénérer, on va améliorer par le retour utilisateur ce qui a mal passé dans l'algorithme, mais on va pas l'IA ne va pas faire des itérations automatiques par rapport à la donnée. Chez Haïku, comment ça se passe? Par exemple, quand on entre des données dans votre ChatGPT du droit, est-ce que ces données peuvent être réutilisées pour entraîner les modèles? Parce que ça, c'est une des grandes questions aussi. Et est-ce que ces données elles peuvent se retrouver dans une discussion dans un autre cabinet qui n'a rien à voir avec d'autres clients? Vous imaginez, je vous le disais tout à l'heure, nous on entre dans les cabinets d'avocats par la donnée interne. Donc la première question qu'on nous pose, c'est où vont mes données, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, il y a plusieurs choses à dire. C'est que d'une part, il n'y a pas de machine learning. Donc pour répondre à votre question, le machine learning, c'est l'entraînement du modèle sur vos données. Donc peu importe ce que vous mettez dedans, Haïku ne pourra pas le réutiliser. Ensuite, il n'y a pas de transparence des données. Donc les données d'un client A ne sont pas utilisées ou utilisables par un client B. Et ensuite, chaque client dispose d'un serveur dédié, totalement cloisonné et chiffré. Donc, et puis, il y a une vectorisation de la donnée qui permet qui fait en sorte qu'elle est illisible aussi également par l'humain. Jean-Philippe, un mot sur la sécurité des données, puis après, parce que le temps passe, je voudrais qu'on termine sur l'un des plus grands enjeux pour tous vos métiers. Moi, je vais faire une réponse assez rapide. C'est qu'en fait, la sécurité des données en médical, c'est un vieux sujet, en fait. Et donc, quelque part, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites antérieurement et on a juste eu à réutiliser des process de sécurisation sur des serveurs HDS. La souveraineté est un vrai enjeu, mais qui est un enjeu qui est déjà bien codifié au niveau public. Bon, il s'avère que notre solution intéresse également beaucoup la médecine humaine. Et donc, on a été en relation avec des CHU. D'emblée, on
nous a expliqué quels étaient les process, et ils sont déjà assez bien codifiés. Il y a aussi une dernière chose dont on n'a pas parlé, mais très rapidement, c'est aussi l'enjeu énergétique sur ces données. En l'occurrence, ça fait partie des choix fondamentaux lorsqu'on développe en fait des outils comme cela, où on a des gros stockages de données, où on va utiliser, et pour le coup, nous, on a quand même des besoins de calcul qui sont puissants, d'avoir Puis les des images serveurs. locales, c'est lourd en plus. Oui, tout à fait. Donc, en l'occurrence, oui, la sécurité est fondamentale, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bien codifié et qui n'a pas posé trop de problèmes dans le développement de solutions comme ça. On va terminer notre conversation en se projetant un petit peu dans l'avenir, et je pense que c'est important, surtout pour des jeunes professionnels libéraux qui ont toute leur carrière devant eux encore, et je pense que quand on parle d'IA, on se pose tous ces questions-là, mais peut-être vous encore plus, c'est-à-dire est-ce que mon métier aura encore du sens dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec ces nouveaux outils qui sont en train d'arriver. Encore une fois, on est au tout début, quoi. ChatGPT, ça a 3 ans, même si l'IA existe depuis bien avant, mais en tout cas, dans le grand public et chez les professionnels, ça commence tout juste à se développer. Est-ce que vous avez des craintes particulières? Je voudrais que vous me formuliez ces craintes si elles existent, et puis que le professionnel de l'IA à côté de vous essaye de vous rassurer d'une certaine manière. Chez les experts comptables, c'est quoi? Est-ce que mon métier va disparaître dans 10 ans? C'est ça la crainte? Alors, mon métier d'expert comptable en tant que tel, certainement pas, puisque l'IA me permet d'être plus agile, plus réactif vis-à-vis de mes clients, mais je reste son tiers de confiance, et finalement, la décision, c'est pas l'IA qui va la prendre, ça va m'aider à la prendre, mais in fine, le dirigeant qui a ses craintes, ses questions, il va se retourner vers moi. Moi, la crainte que j'ai, c'est au niveau de mes équipes, avec des collaborateurs qui sont un peu moins qualifiés et qui font des tâches qui ont moins de valeur ajoutée. Quel va être finalement leur avenir? Donc, on met en place des programmes de formation de data analyst, data controller, pour justement les former aux nouveaux métiers de l'IA et pour que demain, ils puissent justement traiter et analyser tout ce genre de données. Cyril, je pense que c'est des questions qu'on doit vous poser quand vous allez voir vos clients, que vous essayez d'évangéliser chez les experts comptables. On va vous dire, mais bon, vous êtes bien gentil, mais si j'installe ça, mes collaborateurs, ils vont me dire, t'essayes de me remplacer, quoi. Alors David a fait les craintes et les opportunités, donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, indéniablement, les métiers où il n'y a pas nécessairement une formation initiale très forte ou très technique est en train d'être remplacé. Forcément, aujourd'hui, les collaborateurs comptables faisaient la tenue comptabilité assez basique. Avec l'IA et surtout avec l'arrivée de la facture électronique qui vient normer la donnée, qui vient la structurer et donc qui va fiabiliser le résultat de l'IA par essence, il va falloir les transformer. Nous, ce qu'on encourage fortement les cabinets comptables, c'est de se transformer en entreprise de service, d'aller plus loin. On voit qu'il y a 2 chemins. L'un va aller plutôt vers la productivité en adressant beaucoup plus de volume. Et donc, si le collaborateur passe moins de temps à traiter un dossier, il va pouvoir en prendre plus. D'autres vont plutôt aller sur des nouvelles missions et transformer les collaborateurs en les montant en compétences, data controller, welcomer, les mettre plus dans une posture de conseil, identifier les besoins du client et l'accompagner dans sa gestion d'entreprise. Juliette, est-ce qu'on fait le même constat chez les avocats? Je me souviens de notre discussion et c'était un petit peu ça, c'est-à-dire la crainte que finalement ce soit les métiers juniors qui... Il faudrait quasiment commencer le métier en étant senior, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ce que je disais effectivement ce matin. On a une vraie question sur les jeunes, sur l'emploi des jeunes, des stagiaires notamment. Après, moi, je vais vous parler de mon point de vue. Ça fait 5 mois que je suis installée à mon compte. Aujourd'hui, je suis outillée avec... des technologies IA qui me permettent de faire des recherches, de traduire des actes, de faire des reformulations, etc. Je pense que moi, à mon niveau, grâce à ces outils, je suis en mesure pourquoi pas, de concurrencer des cabinets qui sont peut-être un peu plus nombreux et qui sont déjà un peu mieux installés sur la place, parce que ces outils me permettent en fait de pouvoir déjà avoir une activité qui est une belle activité. C'est une personne qui fait le travail de plusieurs personnes. Ce que disait Mark Zuckerberg encore la semaine dernière lors de la présentation des résultats de Meta, il disait que chez Meta aujourd'hui, il y a des projets qui étaient portés par des équipes d'une dizaine de personnes et maintenant c'est une personne toute seule qui se débrouille. Mais donc c'est aussi un avantage pour les petites structures qui peuvent gagner du temps et développer leur stratégie, Jean-Marcel? Plutôt entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai une vision très claire. Je pense que l'IA, elle ne va jamais remplacer un avocat un jour ou un magistrat. On est vraiment, vraiment très loin. Par contre, elle va peut-être remplacer les mauvais stagiaires.
Ok. Bon, Effectivement, en fait. dites bien ça à vos stagiaires quand ils arrivent. Non, mais un bon stagiaire Attention. n'aura rien à craindre, en fait. C'est Ok. juste, voilà, c'est la nature. Bon, attention aux mauvais stagiaires. Et chez les vétérinaires, bon, l'IA qui pourra manipuler un chien ou un chat, je pense qu'on n'y est pas encore, donc je suis pas certain que vous soyez à risque pour l'instant, on est d'accord? Non, moi ça me. Non, par contre, je pense qu'on va plus nous challenger, justement, finalement, le diagnostic, on va avoir de plus en plus d'aide au diagnostic. Donc, on va peut-être plus nous challenger, encore une fois, sur nos valeurs humaines, sur nos capacités à convaincre, sur nos capacités à expliquer. Et notre sens clinique, il faut qu'il reste. Donc ça peut être un enjeu quand même de garder bien son sens clinique, de faire attention à l'animal, de faire attention à toutes ces choses-là. Moi, l'enjeu, il est peut-être plus sur effectivement le coût de tous ces développements-là pour les propriétaires, pour rester aussi sur compétitif et sur des coûts acceptables. Réfléchir en termes de retour sur investissement, Jean-Philippe. Oui, mot de la tout à fin. fait. Je pense qu'on a parlé productivité, expertise. On a parlé aussi de la possibilité d'isolement et d'avoir des aides au diagnostic. Les outils comme le nôtre, mais d'autres, qui en fait accompagnent les vétérinaires. Il faut savoir que c'est vraiment un métier très seul en fait. Et la problématique qu'évoquait Anna, qui est assez dramatique dans notre profession, elle est aussi beaucoup liée à l'isolement. Au fait, une montée en compétences, et tu le disais, il faut être senior, et pour les vétérinaires, c'est compliqué parce qu'il y a un apprentissage technique, il y a un apprentissage de réflexion. Des outils comme cela, ils vont à la fois permettre aux gens d'avoir plus de temps, parce qu'on court tous après le temps, et donc l'outil, lui, il accélère les choses, forcément, il apporte une aide et renforce les compétences des gens, et en même temps, il lui évite d'avoir à référer avec une errance aussi des propriétaires qui vont aller d'un cabinet à l'autre pour aller chercher l'expert, etc. Là, tout est sur place. Donc, je pense que c'est plutôt des outils qui vont dans le temps aider la profession et les jeunes à se sentir mieux dans leur métier parce qu'ils auront un assistant virtuel, mais efficace. À nous de le rendre sûr et validé. Un message d'espoir pour terminer. Parfait, merci beaucoup. On va s'arrêter là, on est au bout du temps. Merci à tous les 6. Merci David, merci Cyril, merci Juliette, Jean-Marcel, Anna et Jean-Philippe. Je vais vous inviter à ressortir. Merci encore pour l'échange.